On est tellement habitué à tout ce que notre corps fait pour nous garder en vie chaque jour qu'on ne pense pratiquement jamais aux mécanismes du sommeil, de la parole, de la respiration ou même du clignement des yeux. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu arrêtais subitement de faire chacune de ces choses? Combien de temps s'écoulerait-il avant que cela ne devienne un problème? Je n'ai jamais vraiment envisagé de faire vœu de silence. Mais je me demande parfois ce qui se passerait si j'arrêtais complètement de parler. Est-ce que je perdrais ma voix pour toujours à un moment donné? Voyons ce que les spécialistes de l'Université de Columbia ont à dire. Tout d'abord, nos cordes vocales sont des muscles. Elles ont donc besoin de s'entraîner de temps en temps pour rester en forme. Si tu arrêtes de parler, ces muscles commenceraient à s'affaiblir au bout d'un moment. Ainsi, ta voix deviendrait plus faible et sa tonalité serait plus aiguë. Pire encore, elle pourrait sembler creuse et, en gros, il te serait plus difficile de parler en général. D'une certaine manière, c'est l'une de ces situations où si tu ne t'en sers pas, tu la perds. Enfin, pour ainsi dire. Heureusement, la respiration et l'alimentation entrent dans cette équation. Ces processus maintiendraient tes muscles en forme. De plus, peu importe la durée de ton silence, il n'y aurait pas de dommages permanents. Et une fois que tu recommenceras à utiliser tes cordes vocales, ta voix reviendra. On sait tous ce qui pourrait arriver si on arrêtait de se laver. On sentirait mauvais. Mais regardons cela d'un point de vue scientifique. Que dirais-tu d'une expérience où une personne arrêterait de se doucher pendant une année entière? En fonction de sa nature, la peau d'une personne peut devenir extrêmement grasse, ou bien très très sèche. Les parties les plus grasses du corps, comme derrière les oreilles et le cou, accumulent la poussière et les polluants, et changent même de couleur. Quant à la tête, elle commencerait à démanger à cause de toute cette accumulation de peau. Et après une si longue période d'absence de soins, il pourrait falloir des semaines pour que la peau redevienne normale. Cela pourrait s'apparenter à de longues vacances, mais regardons ce qui se passerait si tu ne sortais jamais de ton lit. L'un des premiers organes à ressentir le changement serait nos poumons. Sans la gravité pour les ramener dans leur position normale, leur partie inférieure se froisserait. Mais le fait de tousser de temps en temps permettrait d'atténuer cet effet. Si l'on va plus loin, tu commencerais à perdre environ 1% de ta densité osseuse avec chaque semaine qui passe. Cela rendrait tes os plus fragiles. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle les astronautes, qui peuvent passer des mois sans connaître la gravité, doivent bouger au moins 2 heures par jour et s'assurer que leur régime alimentaire contienne suffisamment de calcium. Ce même 1% s'appliquerait également à ta masse musculaire. Tu commencerais par remarquer les effets de ce manque de mouvement dans tes cuisses et tes épaules. Les sucres non utilisés qui étaient auparavant destinés aux muscles commencent à s'accumuler dans le système sanguin après environ 10 jours. Après un mois entier passé au lit, ton cœur finirait par pomper 30% de sang en moins à chaque battement. Il y aurait moins d'oxygène dans ton corps et tu te sentirais encore plus fatigué. Ce qui semble assez surprenant. Après tout, tu aurais passé le mois entier au lit. Que se passerait-il si tu retenais ton souffle trop longtemps? Voici comment les choses se dérouleraient. Tout d'abord, le niveau d'oxygène dans ton cerveau diminuerait, suivi par un niveau plus élevé de dioxyde de carbone. Habituellement, ton corps se débarrasse de ce gaz assez rapidement lorsque tu expires. Après environ 60 secondes, les cellules de ton corps commenceraient à se comporter différemment de ce qu'elles font normalement. Toutes les parties du corps seraient affectées par ce changement soudain. Ton cœur se mettrait à battre de façon irrégulière. Si tu ne commences pas à respirer, à ce moment-là, tu finiras très probablement par t'évanouir. Comme beaucoup d'autres mammifères, les humains ont un réflexe d'immersion. Il s'agit d'un mécanisme automatique intégré dont tu es naturellement pourvu. Il veille à ce que ton cerveau ait toujours suffisamment d'oxygène, même dans une situation d'urgence. Ce réflexe d'immersion se met à fonctionner de manière intensive chaque fois que ton visage se retrouve dans l'eau. Mais cela peut aussi se produire sur la terre ferme. Son objectif principal est de s'assurer que ton cerveau continue à fonctionner, et ce, quoi qu'il en coûte. Il ordonne donc à ton corps de rediriger tout le sang des parties du corps non essentielles, comme les jambes ou les bras, vers le cerveau. Maintenant, que se passerait-il si tu arrêtais de cligner des yeux ou si tu ne le faisais pas assez souvent? Tout d'abord, tes cornets vont probablement augmenter en taille. La cornée est la seule partie de ton corps qui ne soit pas irriguée par le sang.
Mais elle a quand même besoin d'oxygène pour fonctionner correctement, et elle le reçoit directement de l'air. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ta cornée gonfle juste un peu quand tu dors. Mais elle redevient normale le matin. Ensuite, tes yeux commenceraient probablement à s'assécher, parce que le film lacrymal ne serait pas rétabli. Qu'est-ce que cela signifie? Principalement une douleur oculaire accompagnée d'une vision trouble. Le clignement de tes yeux permet également d'éliminer toute la saleté et la poussière de tes yeux. Si tu ne bouges plus tes paupières, des particules risquent de se coincer dans tes yeux et de les abîmer sérieusement. On considère la mastication comme une évidence, n'est-ce pas? Mais si tu y réfléchis bien, c'est la première étape de la digestion. La mastication aide ton estomac à traiter plus facilement les aliments que tu manges en les divisant en plus petites parties. Le fait de mastiquer moins ou pas du tout, si jamais tu décidais de suivre un régime liquide complet, peut nuire non seulement à ton système digestif, mais aussi, sans grande surprise, aux muscles de ta mâchoire. Sans mouvement régulier de mastication, les traits de ton visage changeraient très vite. La mastication permet aussi à ton estomac de savoir quand il est temps d'augmenter son acidité pour mieux traiter les aliments. Tes sens jouent un rôle important dans ta vie de tous les jours. Et le cerveau humain est capable de faire preuve d'une grande habileté. Lorsque tu perds ou tu endommages un de tes sens, un autre peut devenir beaucoup plus affûté. Les personnes qui ont une mauvaise vue peuvent être capables de mieux entendre, tandis que celles qui ont des problèmes d'audition peuvent bénéficier d'une sorte d'amélioration de leur vision. Des recherches récentes ont montré que le cerveau peut en fait se réorganiser et donner plus de pouvoir aux autres sens lorsqu'un sens est endommagé ou absent. Ils l'ont observé chez les nématodes microscopiques. Ils ont un comportement particulier lorsque leur sens du toucher est altéré. À ce moment-là, leur odorat devient extrêmement sensible. Et ils arrivent à chercher des sources de nourriture à l'odeur très faible. De même, certains malvoyants ont un point commun avec les chauves-souris. Tu es surpris? Moi, oui. Ces personnes apprennent essentiellement à tirer parti de leur ouïe accrue pour se diriger plus efficacement dans le monde. On parle alors d'écholocation. C'est ainsi que les chauves-souris, au moyen d'une série de cliquetis rapides, utilisent leur sonar intégré pour trouver leur chemin lorsqu'il n'y a pas de lumière. Ton cerveau abrite 86 milliards de neurones. Il n'est donc pas surprenant qu'il dispose également d'une sorte de plan de secours en cas de défaillance de certaines parties, n'est-ce pas? Mais il y a une autre question. Pourquoi nos sens ne sont-ils pas accrus dès le départ? Je veux dire, nous sommes évidemment nés avec cette capacité. Alors pourquoi ne l'activons-nous pas par défaut? L'explication est un peu complexe. La plupart du temps, tout se résume à l'incapacité de ton corps à travailler très dur pendant de longues périodes. Pour être plus précis, ton corps cherche toujours à obtenir et à maintenir un certain équilibre afin de fonctionner correctement. Lorsqu'on se trouve privé d'un sens, un autre doit être plus affûté. De plus, toutes ces altérations de nos sens, selon les circonstances, semblent être réversibles. Cela illustre une fois de plus le besoin du corps humain de fonctionner en harmonie. Ah, quelle belle journée, n'est-ce pas? C'est vrai, jusqu'à ce que, boum, la gravité disparaisse pendant une seconde. Récapitulons les conséquences d'un tel événement de la plus petite à la plus grande. Nous allons commencer par toi. Oui, toi. Si la gravité disparaissait pendant une seule seconde, tu ne serais hélas probablement plus. Le problème, c'est que la gravité ne fait pas que te maintenir sur Terre. Elle maintient aussi l'ensemble de tous les atomes qui composent ton corps. Si cette force venait à disparaître complètement, même pendant un laps de temps aussi court, il y a de fortes chances que tu te désintègres tout simplement. Fichtre. Si ce n'est pas le cas, tu te mettras soudain à flotter au-dessus du sol. Mais ne t'inquiète pas, une seconde ne suffirait pas pour décoller très loin. Si la gravité cessait de fonctionner seulement pour toi, tu léviterais d'environ 3 cm, puis tu retomberais. Mais tes pensées seraient accaparées par le manque d'oxygène dans tes poumons, car sans gravité, ton sang ne pourrait plus circuler. Mais si le phénomène affecte aussi ton environnement, tu pourras te considérer heureux de ne pas être enfermé chez toi à ce moment-là, car tous les objets qui t'entourent se mettront également à flotter. Et au bout d'une seconde, tout est couvert, ton lit, tes armoires, etc. viendront s'écraser sur le sol. Heureusement, les immeubles et les arbres resteront probablement en place, étant donné qu'ils sont solidement fixés au sol. Mais tout sera bien chamboulé et ce sera à toi de nettoyer cette pagaille. Eh oui. Au fait, tu sais sans doute que notre planète tourne et fonce dans l'espace à une vitesse vertigineuse.
Il y a donc une chance que si la gravité disparaît, l'espace d'une seconde, tout ce qui se trouve à la surface de la Terre succombe à l'inertie et soit projeté horizontalement à des centaines de kilomètres à l'heure. Le désordre sera alors encore plus important, mais seulement si toute chose conserve sa masse. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. Enfin, peut-être. Mais les vrais problèmes commencent si la gravité disparaît à l'échelle de la planète entière. La force de gravité est égale à la pression à l'intérieur de la Terre, et si la pression extérieure disparaît, rien n'empêchera la matière en fusion que renferme notre planète de jaillir à la surface. Les plaques tectoniques se soulèveront, ce qui produira un immense tremblement de terre sur l'ensemble du globe. Et tous les volcans du monde entreront probablement en éruption, car la lave sera soumise à une énorme pression. Si une telle méga-éruption survenait, aucune forme de vie ne pourrait survivre, sauf les plus robustes des créatures comme les tardigrades. Des nuages de cendres volcaniques se répandraient sur toute la planète, bloquant la lumière du soleil. Au début, les températures augmenteraient à cause de l'effet de serre, mais très vite, la planète se refroidirait et une nouvelle ère glaciaire commencerait. Sympa, hein ? Tout cela arriverait même si la gravité revenait au bout d'une seconde, car le mouvement serait enclenché, et pas une force ne suffirait à l'arrêter. Au-dessus de toi, l'atmosphère de la Terre s'évaporerait tout simplement. L'air que nous respirons est également maintenu autour de la planète par la force de gravité. Du coup, si elle aussi disparaissait, nous n'aurions plus rien pour remplir nos poumons. Avec le retour de la gravité, l'atmosphère finirait par se reconstituer, mais le mal serait déjà fait. L'air mettrait longtemps à retrouver sa composition d'origine. Pendant ce temps, dans l'espace, la situation serait encore pire. D'après ce que nous savons, tout dans l'univers est maintenu par la gravité, y compris les planètes, les étoiles, les galaxies et même les amas galactiques. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, avec une masse vraiment minuscule. Le Soleil est incroyablement énorme en comparaison. Son diamètre est 109 fois plus étendu et il est 300 000 fois plus massif. Ce qui explique pourquoi sa gravité lui permet de retenir autant de planètes dans son orbite. Et cette force immense vient juste de... pouf ! Même si ça ne dure qu'une seconde, le gaz sous très haute pression à l'intérieur du Soleil provoquerait une explosion qui enverrait vers nous d'énormes ondes de chaleur, plus intenses que tout ce que nous avons connu dans l'histoire. Le Soleil survivrait très probablement parce qu'en une seconde, il n'aurait pas le temps d'enfler de manière excessive. Mais on ne peut pas en dire autant de Mercure, de Vénus, de la Terre, ni sans doute de Mars. Mercure étant la plus proche serait tout simplement incinérée. Les températures sur Vénus sont déjà extrêmement élevées, mais elles augmenteraient encore plus, brûlant sa surface, une bonne chose qu'elle ne soit pas habitée. Contrairement à la Terre, l'onde de chaleur du Soleil balayerait probablement d'abord notre atmosphère, puis détruirait la surface de la planète. À première vue, rien ne pourrait donc survivre, encore une fois. Mais c'est encore loin d'être terminé. Notre Soleil est l'une des étoiles les plus petites de l'univers, la plus grande connue étant environ 1500 fois plus grosse et plus massive. Si une telle géante perdait sa gravité l'espace d'une seconde, tout ce qui l'entoure sur des millions et des millions de kilomètres serait tout simplement désintégré, y compris d'autres étoiles plus petites. Mais les objets qui ont le plus de masse et par conséquent le plus de gravité sont les étoiles à neutrons et les trous noirs. Leur taille est extrêmement réduite pour leur masse, un peu comme moi, mais la pression qu'ils renferment est si élevée qu'une perte de gravité, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, pourrait entraîner une énorme explosion dans l'espace. Pendant une seconde, ce serait inévitable. Mais personne ne sait vraiment comment fonctionnent les trous noirs. Il y a donc une chance que quelque chose de différent se produise. Ou bien rien du tout. Enfin, à très grande échelle, si la gravité décidait de faire une pause d'une seconde, il ne se passerait étonnamment pas grand-chose. Les planètes conserveraient leur orbite. Bien qu'il y ait une chance que quelques décalages mineurs se produisent, et au niveau des galaxies ou des amas galactiques, on ne remarquerait rien. Les plus grands bouleversements seraient d'ordre local, car comme je l'ai dit plus tôt, les étoiles exploseraient. Et plus l'explosion serait importante, plus elle affecterait les corps célestes avoisinants. Par exemple, si une étoile plutôt grosse envoyait une onde d'énergie en direction de notre système solaire, celle-ci pourrait entraîner des astéroïdes depuis le nuage de Oort. Ces roches spatiales tombent sur la Lune et même sur la Terre assez régulièrement, mais elles sont la plupart du temps relativement petites. Celles qui seraient projetées sur nous par l'explosion d'une étoile pourraient cependant être beaucoup plus grosses et plus dangereuses. Les autres planètes feraient bouclier, mais le risque d'impact serait quand même beaucoup plus élevé que la normale. Mais qui s'en soucierait au fond, nous serions déjà grillés. Évidemment, tout cela n'est que spéculation. Personne ne sait avec certitude ce qui se passerait si la gravité disparaissait soudainement, même pour une seconde. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est impossible que cela se produise sans que de nombreuses lois de la physique soient enfreintes en même temps. Les scientifiques sont certains qu'une telle disparition est absolument exclue. Pour que cela arrive, tout dans l'univers devrait d'abord perdre sa masse.
La masse est en effet la raison pour laquelle la gravité existe. Plus un objet est lourd, plus la gravité est importante. Même toi d'ailleurs, tu as ta gravité. Elle est simplement trop réduite pour que tu la sentes. Mais si tu étais quelques millions de fois plus massif, tu attirerais probablement l'attention de tout le monde. Et tu brillerais enfin comme une étoile. Quelle soirée de folie! Tes amis et toi sortez de boîte et appelez un taxi. 10 minutes plus tard, vous arrivez tous dans vos maisons respectives. Tout en discutant avec tes copains, tu t'aperçois que les lampadaires sont déjà éteints. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il fasse encore nuit dehors. Mais peu importe. Le taxi te dépose chez toi et s'en va à toute allure. L'allée est également sombre. Tout le monde dort à cette heure-ci. Tu marches jusqu'à ta porte d'entrée. La lumière sensible au mouvement ne s'allume pas. Ça, c'est étrange. L'ampoule a dû griller. Tu hausses les épaules et cherches tes clés dans le noir. Les voilà. Maintenant, tu fais le moins de bruit possible pour ne pas réveiller tout le monde. Tu n'allumes pas les lumières dans le couloir, tu enlèves tes chaussures et files aux toilettes sur la pointe des pieds. Il ne te reste plus qu'à prendre une bonne douche après une nuit de folie à danser et transpirer. Tu appuies sur l'interrupteur de la lumière et rien. La lumière ne s'allume pas ici non plus. Ce n'est pas une coïncidence. Tu songes brièvement à aller au sous-sol et à utiliser le générateur diesel, mais tu laisses vite tomber l'idée. C'est bien trop bruyant. Bon bah, tu vas te laver dans le noir, tant pis. Tu ouvres le robinet du bain, mais il fait un bruit bizarre et laisse échapper quelques gouttes crasseuses, puis il s'arrête. Génial! Pas de lumière, pas d'eau. Ou comment finir la soirée sur une note positive? Ennuyé, tu montes dans ta chambre, en faisant attention à ne pas marcher sur ton chat en chemin, et tu te vautres sur ton lit sans même te déshabiller. À quoi bon, hein? C'est le matin. Tu te réveilles en te sentant tout crasseux, les vêtements te collent au corps, tu as désespérément besoin d'une douche, maintenant. Tu descends dans la salle de bain, tu appuies sur l'interrupteur sans réfléchir et tout te revient. Il n'y a toujours pas de lumière. Tu vérifies à nouveau le robinet, là non plus, rien de neuf. Tout simplement génial. Bon, il est déjà 11 h du matin, alors direction le générateur. Tu vas au sous-sol et tu verses du carburant dans le réservoir, puis tu l'allumes. Il commence à faire beaucoup de bruit, mais au moins il fonctionne. Cela signifie que tu as de l'électricité maintenant. En remontant, tu vois que ta mère est réveillée. Tu lui expliques ce qui se passe et tu sors au magasin du coin pour aller chercher de l'eau en bouteille. Sur le chemin, tu croises un de tes voisins. Il porte un bidon d'eau de 4 litres dans chaque main. Très vite, tu réalises que tout le monde semble avoir le même problème. Pas de lumière, pas d'eau. Tu vois même de loin une longue file à l'entrée du magasin. Tu dois attendre 20 minutes avant ton tour et tu prends 2 bidons de 4 litres. La caissière t'informe d'une voix fatiguée que les paiements par carte ne sont pas possibles en raison d'une panne de courant. Alors tu es obligé de payer en espèces. Tu lèves les yeux au ciel et lui donnes un billet de 5 €. C'est sûrement un désagrément temporaire, rien de plus. Tu repars avec tes bidons. Cela fait maintenant 1 mois complet sans électricité ni eau du robinet. Ce qui a commencé comme une simple nuisance se transforme maintenant en un véritable désastre. La plupart des lieux publics sont fermés, ainsi que les usines et même les écoles. La télévision ne fonctionne pas non plus, évidemment, et beaucoup de gens sont au chômage. Tu as dû abandonner tes études pour aider tes parents dans le jardin. Ils font pousser leurs propres légumes. Mais ce qui t'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de ce qui se passe. Les gens commencent à se rassembler en communautés proches pour s'entraider. Beaucoup de ceux dont le travail était lié aux ordinateurs et aux machines apprennent maintenant à survivre par eux-mêmes, sans les commodités modernes. Mais même les agriculteurs ont eu du mal. Ils essaient d'utiliser les machines avec parcimonie en économisant le carburant, et leur travail est devenu de plus en plus difficile. L'eau en bouteille devient aussi un luxe. Les prix ont grimpé en flèche ces dernières semaines, et si la situation ne s'améliore pas rapidement, seule une minorité de personnes triées sur le volet aura accès à de l'eau propre. À la maison, tu n'allumes le générateur diesel que lorsque c'est nécessaire, pour cuisiner ou faire un nettoyage rapide une fois tous les quelques jours. Le reste du temps, tu n'utilises pas du tout d'électricité.
Tu commences à t'habituer à te réveiller à l'aube pour profiter au maximum de la lumière du soleil pendant la journée. Quand le soleil se couche, impossible de faire quoi que ce soit dans l'obscurité. Alors soit tu files dormir après une dure journée de travail, soit tu allumes une bougie et tu lis un bon vieux livre. La moitié d'une année s'est écoulée, rien ne change. On ne sait toujours pas ce qui a causé la panne, et les gens qui sont partis en expédition dans d'autres villes reviennent avec les mêmes nouvelles de partout. Le problème semble être mondial. En vous habituant à votre nouveau mode de vie, toi et tes parents avez réorganisé votre foyer. Vous avez quelques vaches et plusieurs poules pour le lait et les œufs. Et votre jardin est maintenant un vrai jardin avec des concombres, des pommes de terre, des tomates et même des pommes qui poussent sous votre surveillance. Mais obtenir de l'eau pour boire et jardiner est une véritable épreuve. L'eau en bouteille est devenue trop rare et extrêmement chère, si bien que tu dois maintenant aller à la rivière à 10 km de là. Au début, tu t'y rendais en voiture en prenant autant de bouteilles et de bidons que possible. Mais au bout de quelques mois, tu es arrivé à court d'essence. Alors maintenant, toi et ton père, faites l'aller-retour à pied. Au moins, vous disposez d'un chariot, ce qui vous permet de transporter plus que vous ne le feriez à main nue. Mais le voyage dure quand même la plus grande partie de la journée. La ville est devenue une communauté très amicale et solidaire. Les voisins s'entraident tout le temps et il est devenu courant d'organiser des barbecues avec tout le quartier. Chacun apporte sa propre nourriture pour contribuer et ceux qui ne sont pas encore habitués à la vie naturelle ramènent chez eux quelques marchandises pour se remplir le ventre pendant plusieurs jours. Bien que tu vives à la périphérie, presque à la campagne, il est encore curieux de constater à quel point le calme règne sans les voitures qui passent. Pourtant, un autre son a remplacé les moteurs, des sabots qui retentissent le long de la route. De plus en plus de gens montent à nouveau à cheval pour se déplacer. La ville elle-même est devenue presque vide. Les gens quittent leurs appartements pour aller vivre à la campagne et beaucoup d'entre eux doivent s'unir en groupes soudés pour survivre sur les parcelles de terre qu'ils se sont procurées. Les meilleurs points d'eau se trouvent bien évidemment sur les rives de la rivière. C'est là que la plupart des citadins se sont concentrés. Certains ont essayé d'organiser des comptoirs et de vendre l'eau de la rivière, mais ils ont vite été mis à mal. Le libre accès à l'eau a été donné à tout le monde. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui. Papa et toi avez échangé de la viande et des légumes contre un joli bouquet de roses blanches et de quelques fraises, ses préférées. C'est la 4e fois que tu fêtes ton anniversaire dans ce nouveau monde. Cela fait 4 ans et demi que tu vis de la terre et les choses se présentent mieux que jamais. Ton père a parlé à la communauté et aux anciens habitants de la ville au bord de la rivière et ils ont accepté de participer à la construction d'un système d'irrigation. Vous avez creusé 3 canaux qui ont permis d'arroser les cultures de tout le monde et qui retournent ensuite au cours d'eau principal. Maintenant, plus besoin de parcourir 20 km tous les 2 ou 3 jours. De plus, les gens du quartier ont organisé des cultures communes et vous travaillez sur votre parcelle tous les jours, semant, labourant et récoltant. Ensuite, la récolte est répartie entre tous les habitants en fonction de la taille de leur ménage. Avec ce système, personne n'est laissé de côté, même s'il ne peut pas travailler dans les champs. Étonnamment, tu as pris goût à ce mode de vie. Tu te souviens à peine de ce que c'était que d'avoir un smartphone ou de regarder la télévision. Mais tu aimes le chant des oiseaux tous les soirs et travailler au grand air tous les jours. Bien que cela ait été difficile au début, tu es maintenant bronzé et musclé et ta santé physique et mentale se sont améliorées. Plus besoin de respecter les échéances ni de se presser. Ta vie est désormais paisible et tu as un but simple, vivre et aider les autres. Tu n'as pas non plus oublié tes amis et tu viens souvent les voir. Ils viennent t'aider sur le terrain et le soir, vous dînez ensemble, jouez aux cartes et chantez des chansons autour du feu. Pour autant que tu le saches, la vie n'a jamais été aussi simple et satisfaisante. Personne ne sait encore ce qui s'est passé, mais en fin de compte, cela semble être pour le mieux. Coucou toi, je m'appelle Energizer. Non, Agregator. Non, attends. Je vais me ressaisir et me souvenir correctement de mon nom. Ebenezer, ouais. C'est comme ça que mes parents m'ont appelé. Je n'ai rien de spécial, si ce n'est que je viens de naître il y a 1 an seulement. Ma mère est une belle femme. Elle a la quarantaine, juste l'âge d'avoir des seniors comme moi. Mon père est un homme grand et gentil qui écoute mon blabla avec un tendre sourire sur son visage barbu. J'ai vu leurs photos d'époque et mon père était chauve.
Mais maintenant, ses cheveux sont si épais que les mains de maman s'y perdent. Il n'arrête pas de me dire que je serai un bon garçon quand je serai jeune. Je les aime tellement. Bon, je suis fatigué maintenant, j'ai besoin de dormir de nouveau. Ebenezer, terminé. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré quelque chose ici. J'ai 10 ans maintenant, et c'est un super moment pour être en vie, tu sais. Je vais à l'école et j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est trop cool d'étudier. Et pendant les pauses, on joue au bridge. J'adore les maths et la littérature. Il faut vraiment se creuser la tête pour comprendre ces chiffres et analyser les livres. Ah, je lis beaucoup aussi, donc je suis le meilleur de ma classe. Mais je ne supporte pas le sport. Mes articulations n'arrivent pas à suivre et c'est très difficile. Billy est doué à ça. Il dit qu'il va devenir un athlète quand il sera jeune, et à en juger par son physique, je le crois. Ok, la récréation est terminée. Il est temps de retourner à mes études. Ebenezer, terminé. J'ai 20 ans, et la vie devient de plus en plus belle. Je viens d'obtenir mon diplôme universitaire. Je suis officiellement titulaire d'une maîtrise en sciences, et je pense devenir médecin, mais je ne suis pas sûr que mes parents s'en sortiront sans moi. Ils sont déjà trop jeunes maintenant, et j'ai peur qu'ils aient des problèmes si je ne suis pas là. Une fois, papa est allé à une soirée et il n'est pas revenu pendant 3 jours. Maman s'est inquiétée, elle lui a donné une énorme gifle quand il est enfin arrivé. Mais ils se sont vite réconciliés. La jeunesse passionnée, tu sais. Je détestais le sport à l'école, mais j'adore ça maintenant. Dès que j'en ai l'occasion, je vais courir dans le parc du coin et j'ai même demandé à mes parents de m'offrir un abonnement à la salle de sport pour mon anniversaire. C'est tellement bon de sentir ces vieux os craquer de moins en moins chaque jour. D'ailleurs, je dois aller courir à nouveau maintenant. On se revoit dans 10 ans, je suppose. Ebenezer, terminé. Et tu sais à quel point c'est pénible de s'occuper de 2 septuagénaires ? Tout ce qu'ils veulent faire, c'est organiser des fêtes bruyantes à la maison, faire des soirées pyjama tous les week-ends et se disputer entre eux pour des choses insignifiantes. Chaque fois que je quitte la maison pour aller travailler, je suis terrifié par ce que je vais trouver au retour. Une fois, je suis rentré à la maison et je n'ai même pas pu ouvrir la porte d'entrée parce qu'un de leurs amis avait décidé de faire une sieste sur le porche. Et chaque fois que j'essaie d'aborder ce sujet avec maman ou papa, ils me réprimandent pour mon insensibilité. Insensible. Ils disent qu'ils m'ont élevé pour être quelqu'un de bien et qu'ils méritent de s'amuser comme des fous après tant d'années de dur labeur. D'accord, je capitule. La seule personne qui me comprenne est Felicity. Je suis ingénieur civil et nous nous sommes rencontrés sur un chantier de construction. Elle est un peu plus jeune que moi, mais c'est bien. Elle doit aussi supporter ses parents qui sont tout le temps de mauvaise humeur. Elle pense qu'ils ont rejoint une sorte de sous-culture gothique ou quelque chose comme ça, et ils n'arrêtent pas de lui dire qu'elle a tort d'accepter un travail aussi banal que celui de superviseur de construction. Lorsque nous avons commencé à nous fréquenter, nous avons décidé de laisser un peu d'espace à nos parents, si bien que nous partons souvent en vacances ensemble pendant qu'ils démolissent nos maisons. Oh, la voilà qui arrive. Il est temps pour moi de partir alors. Ebenezer, terminé. Tu te souviens de moi ? Ces 10 dernières années ont été grandioses. Felicity et moi, nous sommes mariés et maintenant nous prenons soin de nos parents ensemble. Et c'est génial. Ils ont tous 80 ans maintenant et s'amusent à la garderie pendant que nous sommes au travail. Et nous les emmenons ensuite pour des barbecues, des sorties au parc d'attractions et aux fêtes foraines. Ils perçoivent bien leur pension de retraite et nous laissent nous en occuper. Ils disent que nous sommes les meilleurs enfants qu'ils aient pu avoir et je n'ai jamais été aussi fier de ma vie après avoir entendu cela. En fait, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui et papa et elle ont invité tous leurs amis de la maternelle et de leur ancien travail. Ma préférée est Jenny. Elle est un peu malicieuse, c'est vrai. Elle nous a fait peur à Felicity et à moi en se cachant sous la table pendant que nous préparions le dîner, puis en nous sautant dessus. Et Felicity adore Donnie. Ce vieux garçon semble vraiment sérieux à première vue, mais son petit sourire en dit long sur lui. Et pour le dessert, j'ai la meilleure des nouvelles. L'année dernière, nous avons eu notre propre petit bout de chou. Tu peux y croire ? Nous l'avons appelée Cecilia, en hommage à sa grand-mère. Cecilia, dis bonjour. Elle est timide. Elle passe sa journée assise dans sa petite chaise à balance en essayant de tricoter. Elle ne peut pas encore marcher par elle-même, alors nous la déplaçons autour de la maison dans sa chaise. Elle adore et passe son temps à éclater de rire. Elle court maintenant après Donnie dans le jardin avec un balai. Je pense qu'il a volé un morceau du gâteau d'anniversaire dans la cuisine. Je dois aller l'aider, je suppose. À la tienne. Ebenezer, terminé. Nous vivons sans nos parents depuis 3 ans maintenant. La dernière année a été la plus dure, je suppose. Je n'aurais jamais pensé que les bébés avaient besoin d'autant de couches. C'était aussi difficile de les empêcher de tomber partout où ils rampaient. Mais Cecilia nous a beaucoup aidés. Elle n'avait que 7 ans et commençait à peine à aller à l'école, mais elle adorait s'occuper d'eux et les bercer. Nous avons montré à Cecilia des photos d'eux quand ils étaient des seniors, tout comme elle. Elle ne les a pas reconnus bien sûr, mais ils étaient si vieux, avec les cheveux si gris.
En attendant, Felicity et moi sommes sur le chemin de la retraite et nous sommes tellement impatients. J'ai 51 ans et elle 54, ce qui signifie que nous entrons dans la fleur de l'âge. Nous avons décidé de laisser Cecilia vivre seule quand elle sera assez jeune et nous avons visité plusieurs maisons de vacances dans le pays. Il y en a une que j'adore dans les montagnes, nous avons fait beaucoup d'escalade ces derniers temps et je sens que Felicity est aussi fan que moi. Je te tiendrai au courant dans une dizaine d'années. Ebenezer, terminé. Hey, c'est encore Ben. Oui, j'ai changé mon nom terriblement désuet. Ben, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux dire? Avoir plus de 60 ans, c'est pas du gâteau. Felicity fait toujours la tête pour quelque chose et je crois qu'elle est jalouse de moi parce que je traîne avec Lana. Mais elle n'arrête pas non plus de dire Dan ceci, Dan cela, comme si ce Dan était tout ce à quoi elle pouvait penser. Nous nous sommes beaucoup disputés à ce sujet et une fois j'ai même dépensé la plupart de mes allocations de retraite dans un appartement de location et j'y suis resté pendant 2 semaines. À mon retour, nous nous sommes promis de ne plus jamais parler à Lana ou à Dan. J'ai l'impression que Cecilia est hyper relou avec nous. Oh, qu'elle nous laisse vivre. Un couple marié peut bien avoir une vie après la retraite quand même. Elle nous appelle tous les soirs et menace de venir chez nous si nous ne nous comportons pas bien. Depuis quand cette vieille fille est-elle devenue si adulte, je me demande. Quoi qu'il en soit, Will dit que la tyrolienne du sommet de la montagne est prête. Nous, c'est parti pour les sensations fortes. Ben, terminé. Comment utiliser ce... Ah oui, c'est Ben. Et Baneza. J'ai 72 ans aujourd'hui, tu le savais? Cecilia a dit que je dois enregistrer quelque chose pour commémorer cette date. Je ne sais pas quoi dire, mais je veux mon gâteau. Cecilia, où est mon gâteau? Eh bien bonjour, c'est Franklin qui parle. Mon grand-père, Ebenezer, a laissé cet appareil pour la postérité. Ce que je suis en quelque sorte, je suppose. Il a 84 ans maintenant et il reste essentiellement allongé dans son berceau, mais maman me raconte beaucoup d'histoires sur lui et sa grand-mère. Je pense que je vais reprendre sa tradition et laisser son héritage vivre. Oups, le petit Benny a cradossé sa couche. Il faut que j'y aille maintenant. Franklin, terminé. Tout a commencé il y a 1 an lorsque j'ai trouvé un nouvel emploi. Il faut dire que je suis un sacré joueur. Alors quand j'ai vu l'annonce dans le journal, je les ai immédiatement appelés. On recherche joueurs de jeux vidéo. Il s'est avéré que l'offre n'était pas si simple. Oui, mon travail était de jouer aux jeux vidéo, mais toute la journée. 15 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours au total. J'aurai 8 heures de sommeil et une demi-heure le matin et le soir pour manger et me doucher. Il n'y aurait pas de jour de congé, pas de vacances, à prendre ou à laisser. Cela me faisait peur et j'étais un peu réticent à accepter. Mais quand l'employeur m'a annoncé mon salaire annuel, j'ai sauté le pas. Si je le faisais pendant 1 an, je n'aurais plus jamais à travailler. J'ai donc décidé de tenter ma chance. Jour 1. Ils ont dit que je travaillerais et vivrais dans une sorte de bureau et que j'aurais tout le nécessaire. À 8 heures du matin, je suis arrivé à l'adresse indiquée. L'endroit était immense et magnifique. Une femme est venue à ma rencontre et m'a emmené dans ma chambre, une pièce sombre à l'arrière de la résidence. Elle était équipée d'une énorme télévision avec une station de jeu, des haut-parleurs et des manettes. Il y avait un canapé confortable, une table et une salle de bain. On aurait dit un paradis pour les joueurs. J'allais y rester pendant toute une année sans même quitter la chambre. Selon le planning prévu, ma journée devait commencer à 8 heures du matin. J'avais une demi-heure pour me doucher et prendre le petit déjeuner qui était livré dans ma chambre. À 8h30, je devais commencer à jouer, à travailler. Chaque jour, le système générait une sélection de jeux en fonction des exigences de mon employeur et me demandait de les suivre. Il y avait quelques collations sur la table d'appoint pour que je puisse manger lorsque j'ai faim sans interrompre mon jeu. De plus, je disposais d'une pause de 10 minutes toutes les 5 heures pour aller aux toilettes et faire de l'exercice. À 23h30, le système était coupé et je pouvais prendre mon dîner et ma douche. De minuit à 8h du matin, je pouvais dormir. Eh bien, cela semblait assez facile et sans souci et j'étais follement excité. À 8h30 pile, mon premier match a commencé. Les 8 premières heures se sont écoulées en un clin d'œil. Je voulais faire un peu d'exercice, mais j'ai dû attendre 2 heures de plus avant ma pause de 10 minutes. À la fin de la journée, je commençais à avoir un peu mal au cou, mais cela n'avait pas d'importance. Après avoir dégusté un Anka, j'ai continué à jouer pendant 2 heures avant d'avoir ma pause bien méritée. 10 minutes ont en fait suffi pour me remettre sur pied et reprendre mon jeu pour les 5 heures restantes. À vrai dire, ce fut l'un des meilleurs jours de ma vie. Mon rêve était devenu réalité. Je pouvais jouer toute la journée, gagner beaucoup d'argent et personne ne viendrait m'embêter. Jour 2. Une sirène retentissante m'a réveillé. J'ai dû appuyer mes mains sur mes oreilles pendant que je cherchais une sorte d'interrupteur. Le bruit était insupportable. Finalement, j'ai compris que je devais me lever, marcher jusqu'à la télévision et appuyer sur un bouton. À mon grand soulagement, cela a fonctionné.
Ok, j'avais pigé, je suis allé prendre une douche et dès que j'ai fini, le petit déjeuner a été servi. À 8h30, j'étais prêt et excité pour mon deuxième jour. Mais la vie avait encore une autre surprise pour moi. Quand j'ai vu le programme de la journée, j'ai failli crier. J'allais jouer à un tout nouveau jeu qui n'était même pas encore commercialisé. C'était trop excitant, j'étais persuadé d'avoir le meilleur travail de la planète. Jour 4. Aujourd'hui, les choses ont été un peu plus difficiles. J'ai eu des ampoules sur les doigts et j'ai dû me mettre un pansement. Jouer 15 heures d'affilée était un peu dur et je ressentais le besoin de faire une pause supplémentaire. J'ai essayé de tricher et de faire une courte pause après les 3 premières heures, mais ça n'a pas marché. Dès que j'ai appuyé sur pause et que j'ai posé la manette, le système est devenu fou. Il ne s'est pas arrêté avant que je ne reprenne la manette et que je recommence à jouer. Ok, pas de pause, j'ai compris. Jour 15. J'ai dû me faire un bandage sur les mains ainsi que sur les doigts. Maintenant, j'ai constamment les yeux flous et je ne vois plus clair. En plus, mes jambes sont devenues comme de la gelée. J'essaye de me rappeler de bouger le plus possible, mais je suis toujours trop fatigué. Et si jamais j'oubliais comment marcher ? Hier, je me suis endormi juste après le travail. Je n'ai même pas mangé. Je suis juste tombé comme une masse. Mais ces derniers temps, mon sommeil est loin d'être réparateur. Dans mes rêves, je suis toujours en train de courir, de jouer au foot, de construire des maisons avec des cubes, de me battre et de chercher des objets. Mon travail me hante et j'ai l'impression de travailler 24 heures sur 24 et non pas 15. Le matin est arrivé. La sirène m'a réveillé mais je ne voulais que dormir. Ah, je ferais n'importe quoi pour un rêve normal, comme une personne normale. Il reste 350 jours. Ce soir, avant de me coucher, je dois élaborer un plan, quelque chose pour rendre ma vie plus normale que possible. Je ne peux plus continuer comme ça. Jour 32. Un mois est passé, ma première petite victoire. Je suis plus organisé et j'ai réussi à mettre au point un beau programme qui m'évite de perdre la tête. J'essaie de jouer debout autant que possible et de me déplacer quand je peux. Je passe toutes mes pauses dehors à profiter de l'air frais et à faire des exercices de vision. Mais j'ai toujours les yeux brouillés et qui me grattent. Quant à la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui j'ai réalisé que je vois des choses de jeux vidéo. Elles se glissent dans ma vie réelle. Hier soir, j'étais sous la douche et j'ai vu un accident de voiture se produire juste devant moi. Ça m'a complètement bouleversé, mais ce n'est pas réel. Pas réel. Pour aggraver les choses, je commence à me prendre pour un personnage de jeu vidéo. Force 70, intelligence 90, santé 50. Jour 100. Être actif était une bonne idée, mais maintenant je pense que j'ai de sérieux troubles du sommeil. Je ne dors pas bien et je ne me repose jamais assez. J'ai l'impression de me transformer en je ne sais même plus en quoi. Je suis tellement fatigué que je n'ai même plus l'énergie pour faire de l'exercice. Cela fait 1 semaine que je n'en ai pas fait, et chaque fois que je suis sur le canapé, je ne sens plus mes jambes. Au moins, je vais aux toilettes et reviens 2 fois par jour, donc mes jambes ne sont pas totalement foutues, c'est déjà ça. Je ne me souviens plus de l'époque où tout mon corps ne me faisait pas souffrir. J'ai tout le temps mal, mais je m'y suis habitué. Mes poignets, mon cou, mon dos, tout me fait mal. J'ai constamment des migraines. La santé, 30. Jour 260. J'ai du mal à aller aux toilettes ces jours-ci. Je peux à peine faire quelques pas parce que mes jambes ne bougent pas. Et j'ai l'impression de ne jamais quitter le jeu. C'est devenu ma vie maintenant. Même pendant la pause, les jeux tournent autour de moi. Ma vraie vie n'est qu'un mélange fou de tous les jeux auxquels j'ai joué. Aujourd'hui, j'ai vu un coffret sur la table. Je ne l'avais jamais vu avant, alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai essayé de l'attraper durant un long moment, puis j'ai réalisé qu'il n'était pas réel. C'était juste dans ma tête. Et je crois même avoir doublé de taille, parce que maintenant, j'ai besoin de passer 2 fois plus de temps sur le canapé qu'avant. Santé, 20. Jour 366. Pour la première fois, pas de sirène. La femme m'a réveillé à 11h du matin, m'a remis mon chèque avec ma paie et m'a dit que je devais partir. Le montant du chèque était vraiment impressionnant, mais je n'avais même pas assez de force pour être heureux. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Pourtant, je l'ai fait. Les avions s'écrasent juste sous mes yeux, mais j'y suis tellement habitué que je n'y prête même pas attention. Avec mon épée en diamant à la main, je me dandine vers la salle de bain, détruisant tout sur mon passage parce que je suis devenu bien trop grand pour cette petite pièce. Mes copains ont la mission de s'emparer d'un château, mais ce n'est plus ma tâche. Ils ne sont même pas réels, n'est-ce pas ? Pour être honnête, je ne suis même plus sûr de ce qui est réel ou pas. La femme m'accompagne dans les escaliers qui mènent à la porte d'entrée. Quand je sors, mes yeux se ferment. La lumière du soleil est si forte que je ne vois rien. La femme me donne une paire de lunettes de soleil et je me mets en route. Je vois des gens et d'autres créatures bizarres qui courent un peu partout, des voitures qui roulent et des moutons en cube qui pèsent devant moi. Cela me prend toute mon énergie, mais je monte dans un taxi et finalement, je rentre à la maison. Donc maintenant, je suis riche tout en étant extrêmement malade.
Je suppose que j'aurai besoin du reste de ma vie pour me remettre de ce marathon. Et je ne jouerai plus jamais aux jeux vidéo. Et si le fait d'appuyer sur une seule touche pouvait changer ta vie pour toujours et la rendre beaucoup plus facile? Si nous étions dans Minecraft, tout serait possible. Trop de boulot, trop d'échéances, les cours sont ennuyeux et tu ne peux plus continuer comme ça? Change ton mode de vie pour un mode un peu moins stressant. Appuie simplement sur Échappe. Ajuste ta difficulté de vie en choisissant paisible, facile, normal ou même difficile pour ceux qui aiment les challenges. Si ton professeur est aussi hostile qu'un creeper pixelisé en vert et blanc, choisis le mode paisible. Les monstres ne s'y reproduisent pas. Ou achète-toi un chat. Les creepers sont terrifiés quand ils en voient un, même si ton animal a l'air un peu cubique. Une autre bonne nouvelle si ta vie est en mode paisible, tu n'as même pas besoin de manger, ce qui pourrait te faire économiser une tonne d'argent. Quant à ton apparence, plus de soucis d'acné. Maintenant que tu es pixelisé, personne ne le remarquera jamais. Tu es le même tous les jours. Ta coupe de cheveux, même si tu la détestes et que tu ne peux pas voir tes cheveux pousser, ne change jamais, sauf si tu changes de skin. Tu ne peux pas grossir ni maigrir. Tes proportions corporelles sont également très différentes. Dans notre monde, le rapport entre la tête et le corps est d'environ 1/7, tandis que dans Minecraft, c'est plutôt comme si tout le monde avait un corps de bébé, avec une tête énorme et un tronc plus petit. Tu n'aurais pas de doigts, donc si tu avais le corps de Minecraft dans la vie réelle, tu ne serais probablement pas très adroit de tes mains. Je suppose qu'il n'y a pas de chirurgie dans Minecraft. Peu importe le biome dans lequel tu vis, tu n'as pas besoin de vêtements contre le froid ou de belles chaussures. La vie sans changement signifie que tu ne vieillis pas comme nous le faisons normalement. Fini les anniversaires! Le gâteau que tu peux trouver dans le jeu n'est pas fait pour les bougies ou pour faire de vœux. Il ne peut t'aider que si tu es affamé. Un cycle jour-nuit est un peu différent désormais, puisque 100 jours sur Minecraft équivalent à 33 heures réelles. Donc, l'espérance de vie devrait changer aussi. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis est de 78 ans, soit environ 683 000 heures. Ainsi, l'espérance de vie selon Minecraft passerait à 5700 ans. Et tu peux aussi ressusciter. Prêt à vivre pour toujours? La nourriture n'est pas si différente de ce que nous mangeons dans le monde réel, même en termes de calories. Un gâteau entier te donnera beaucoup plus d'énergie qu'une simple betterave. Il y aura aussi quelques exceptions. Une pomme golden donne un supplément de santé dans Minecraft. Dans Minecraft, tu peux mourir de faim en 2 jours de jeu, mais cela prend un peu plus de temps dans la vie réelle. Oui, se passer de nourriture est un vrai défi, mais un humain est capable de le faire. L'eau, en revanche, est assez essentielle dans notre monde, mais il ne fait pas grand-chose aux joueurs de Minecraft quand ils la boivent. L'agriculture actuelle utilise certains engrais pour accélérer la croissance des plantes. Mais si nous avions cette farine d'eau avec laquelle les joueurs de Minecraft nourrissent leurs plantes, nous aurions une abondance de fruits ou de légumes. La vie serait pourtant assez ennuyeuse. Tu te réveilles aujourd'hui et tu mines. Tu te réveilles le lendemain et tu craftes. La vente au détail ne pourrait jamais exister avec des gens si habiles, qui n'en ont même pas besoin puisqu'ils sont capables de créer divers objets à partir de rien. De toute façon, tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu peux faire presque tout ce que tu veux avec une simple pioche, en l'améliorant en diamant. Dans le monde réel, si une simple pioche remplaçait tout le reste, toutes ces quincailleries pleines d'objets pratiques feraient faillite immédiatement. Mais il faudrait aussi que tu sois un peu plus travailleur. Si tu veux faire une sieste, il n'y a pas moyen de le faire dans le monde de Minecraft. Là, tu peux seulement dormir la nuit ou s'il fait mauvais temps dehors. Le sommeil est essentiel pour ne pas être attrapé par des monstres qui apparaissent dès la tombée de la nuit. Et tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de monstres à proximité avant d'aller te coucher. Mais tu ne peux dormir que dans ton lit. Même si tu souhaites t'étendre sur une belle prairie à l'ombre, tu ne t'endormiras pas comme ça. C'est la même chose pour les cours à l'école. Même s'ils sont ennuyeux, il est impossible de s'assoupir. Si tu as l'habitude de regarder des émissions de Pop Science, c'est une chose qui ne changera probablement pas. Discovery Channel montrerait non seulement divers biomes et animaux carrés, mais aussi d'autres mondes, comme le Nether et l'Overworld. De toute façon, tu ne passerais pas autant de temps à l'intérieur. La plupart des activités dans Minecraft sont effectuées à l'extérieur, donc tu devrais aller dehors très souvent. Voyager est amusant dans le monde de Minecraft. Tu veux visiter le Nether? C'est un voyage vers le monde souterrain. Pas besoin d'acheter de billets, de passer la douane, de passer des heures sur un minuscule siège d'avion. Il te faut seulement un peu de lave et d'eau. Verse l'une sur l'autre et tu obtiens de l'obsidienne. Dès que tu as créé au moins 8 blocs de cette substance, construis un portail, mets-y le feu et voilà, bienvenue dans le Nether. Si tu voyages beaucoup, tu peux prendre ton lit avec toi et l'assembler où bon te semble. C'est une bonne idée pour éviter les hôtels trop chers.
qui manque de toute façon dans le Nether. Mais ce n'est pas seulement un voyage amusant. Il y a un tas d'ingrédients dont tu peux avoir besoin pour les potions. Pas de souvenirs fantaisistes non plus. Plutôt des trucs utiles que tu auras extraits des blocs exotiques du Nether. Malgré leur surnom, les locaux, appelés Zombie Pigmen, sont très amicaux et n'attaquent jamais. Sauf si c'est toi qui as commencé à les attaquer. La lave peut t'aider à voyager, être une sorte de poubelle et éloigner les intrus. Dans le monde de Minecraft, tu peux être sûr que les invités inattendus ne te dérangeront pas. Ils vont juste tomber dans la lave bouillonnante. Fin de l'histoire. Tu peux aussi installer un crochet juste derrière ta porte d'entrée, afin d'activer les pièges à piston pour les visiteurs indésirables. Une fois que ton invité aura déclenché le crochet, les pistons enlèveront le revêtement de sol et précipiteront le visiteur dans le vide. Si tu vas au bord de la mer, prends ta porte d'entrée avec toi. Cela t'aidera à explorer les profondeurs de l'océan. Si tu tombes dans l'eau, tout ce dont tu as besoin pour respirer librement est de placer une porte au-dessus de toi. Personne ne pourrait jamais retenir son souffle pendant plus de 24 minutes dans la vie réelle. Mais dans Minecraft, tu peux rester sous l'eau presque pour toujours, ou aussi longtemps que tu le souhaites. Les transports en commun sont beaucoup plus cool désormais. Tu peux toujours utiliser tous les moyens de transport auxquels tu es habitué, mais faire un tour en wagonnet peut être à la fois amusant et rapide. Il suffit de construire les rails où tu veux, et adieu les embouteillages. Les lois de la physique ont changé aussi, et te donnent des tas de super pouvoirs inaccessibles dans le monde réel. Tu peux sauter plus haut, escalader n'importe quelle montagne plus facilement, et courir plus vite, comme si toute cette histoire de gravité était une plaisanterie. Tu peux construire une rangée verticale de blocs, et même si tu brises le bloc le plus bas, celui du dessus restera en l'air. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber d'une certaine hauteur. Tu peux, mais c'est sans danger si tu renverses l'eau d'un seau juste avant l'impact. Non seulement tu peux faire tout cela, mais tu peux aussi facilement couper un tronc massif en quelques mouvements. Aucun outil n'est nécessaire, juste tes mains nues. Et ce sans une seule égratignure. Tu ne ressens pas la douleur dans ce monde. Ne t'inquiète pas, les branches supérieures de l'arbre que tu viens d'abattre ne te feront pas de mal non plus, puisqu'elles resteront suspendues en l'air. Dans Minecraft, la déforestation est très étrange. Peux-tu imaginer une forêt composée d'arbres flottants ? Aucun écureuil ne pourrait jamais grimper sur un tronc dans une telle forêt. En te promenant là, tu risques de croiser des animaux sauvages, comme des ours et des loups. Tu peux domestiquer les loups et presque les transformer en chiens. Et les ours ne sont pas si dangereux pour toi. Il suffit de les piéger à l'intérieur d'une clôture. Elles ne semblent pas très solides, mais c'est le monde de Minecraft, donc c'est absolument sans danger. L'océan devient rouge et brûlant. Tu essaies de t'approcher pour mieux voir, mais devant toi, l'air est de plus en plus chaud. C'est comme si tu entrais dans un four. Et le sable lui aussi est extrêmement chaud, au point que tes chaussons en caoutchouc se mettent à fondre. L'océan vient de se transformer en lave bouillante. Tu commences à courir vers l'intérieur des terres et tu vois des gens qui courent comme des fous dans tous les sens. En fait, la lave est faite de roches fondues provenant des profondeurs de la Terre. En plein centre de notre planète, à une distance équivalente à celle qui sépare New York de Philadelphie, la chaleur du noyau fait fondre les roches de la même manière que le soleil fait disparaître les glaces. Lorsque ces roches fondent, leurs températures peuvent atteindre environ 1200 degrés Celsius. Mais ne t'inquiète pas, cela ne se produit que très loin sous terre, et seulement dans certaines zones spécifiques, principalement autour de l'océan Atlantique. Et ces roches fondues ne s'échappent du sol que si la pression est très forte. Alors elles remontent à la surface sous la forme d'un liquide orange boueux et brûlant appelé lave, généralement par le col d'un volcan. Mais pour une raison ou une autre, l'océan tout entier s'est maintenant transformé en lave. Et même si d'une distance très éloignée, c'est un beau spectacle, il est extrêmement dangereux. Tout d'abord, tu peux dire adieu aux belles vagues bleues et aux courants marins. Contrairement à l'eau, la lave est très épaisse, plus proche de la texture du beurre de cacahuète en fait, et le vent ne peut pas la déplacer. Mais cela signifie aussi que rien ne peut y couler ou y nager. Donc même si certaines créatures océaniques réussissaient à résister aux températures super élevées de la lave, elles ne pourraient pas vivre à l'intérieur. Elles seraient immédiatement submergées ou, selon leur densité, elles flotteraient à sa surface.
Du coup, il va falloir que nos amis marins et les autres créatures qui vivaient dans l'océan trouvent un autre endroit où vivre s'ils ne veulent pas disparaître. En fait, les seuls animaux de notre planète qui pourraient survivre à la chaleur de la lave sont les tardigrades. Ces adorables créatures microscopiques peuvent survivre dans n'importe quel environnement extrême. Dans les glaciers comme dans les volcans les plus ardents. Elles peuvent même survivre dans l'espace, soumises aux rayons cosmiques. Tu t'enfuis de la plage avec tous les autres habitants des environs. L'atmosphère s'épaissit et tu as du mal à voir autour de toi. Tu te dis « j'aurais dû rester chez moi ». Mais ta maison n'est pas vraiment sûre non plus. La chaleur dégagée par toute cette lave est à elle seule intolérable sur des kilomètres. Alors fini les maisons au bord de la mer et les stations balnéaires. Tu vas devoir aller vivre le plus loin possible de l'océan. La plupart des villes côtières vont devenir instantanément inhabitables, surtout les zones que l'océan borde sur plus d'un côté. Des endroits comme la Floride, la Californie et l'Amérique centrale ne seront plus du tout vivables. Et c'est sans parler des îles. La plupart vont devenir si chaudes qu'aucun animal ou plante ne pourra survivre. 97% de la planète était composée d'eau de mer, et tout ça s'est maintenant transformé en lave. Il ne peut y avoir de neige à aucun endroit sur Terre, car celle-ci est désormais une boule de lave incandescente. Les températures vont tellement augmenter que même dans les endroits les plus éloignés des côtes et les plus hauts, il fera une chaleur semblable à celle d'un jour de canicule dans un désert. Tandis que tu continues à fuir l'océan, tu te dis que tu es peut-être en train de rêver. Mais tu regardes ta peau qui est si rouge. Même si tu cours pendant des kilomètres, la chaleur finira toujours par te rattraper. Les plateformes pétrolières et les navires qui se trouvent au milieu des océans vont eux aussi rencontrer quelques problèmes. Faits de métal, ils vont tout simplement se mettre à rougeoyer et ils fondront au contact de la lave bouillante. Et même s'ils ne fondent pas, il vaut mieux espérer que personne ne se trouve à bord. Mais dans une telle situation, une évacuation massive aurait lieu. Pendant ce temps, au pôle nord et sud, là où la planète est la plus froide, toute la glace qui recouvre l'océan se met à fondre instantanément. Ensuite, la lave se refroidit et se solidifie pour former des masses terrestres noires et rocheuses appelées roches ignées, dont la texture est souvent vitreuse. Au moment où cela se produit, d'énormes nuages de vapeur et de gaz acides sont libérés dans l'air, emplissant le ciel. Les scientifiques appellent ces nuages de la brume de lave. Un peu comme quand tu sors de ta douche et que toute la chaleur dégagée entre en contact avec l'air froid extérieur, sauf que cette brume-ci couvrirait l'ensemble des pôles nord et sud et serait super toxique. Elle contient même parfois de minuscules particules de verre qui sont extrêmement dangereuses. Et cette brume peut faire le tour du monde avec un vent suffisamment fort et recouvrir presque tout l'hémisphère nord. Elle pourrait aussi couvrir la partie sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Traverser ce gaz en avion n'est certainement pas une bonne idée. La chaleur seule émise par la lave suffirait à causer des dégâts importants au fuselage et affecterait tout l'électronique de l'appareil. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ton réservoir d'oxygène. L'air est à peine respirable à ce stade. Tu te diriges vers ta voiture et tu t'éloignes aussi vite que possible. Mais même ta voiture a subi des dégâts. Tu te rends à la campagne, où l'atmosphère n'a pas encore été affectée par la lave. Mais même ici, les températures montent. La rivière que tu avais l'habitude de voir lors de tes randonnées hebdomadaires est asséchée. La flore autour de toi perd son vert luxuriant, les animaux ont migré vers un climat plus doux. Les fleuves, en se jetant dans l'océan, forment désormais des monticules de roches ignées vitreuses au contact de la lave, créant ainsi des barrages naturels permanents. Le reste de l'eau à l'intérieur des terres, comme dans les étangs et les lacs, finira par s'évaporer avec le temps. Avec la hausse des températures et l'absence de précipitations, l'eau disparaîtra de notre planète. L'énorme masse d'eau des océans joue un rôle majeur dans la création des nuages et des précipitations. Sans eau dans l'atmosphère, la chaleur du soleil s'ajouterait à celle de la lave. Le monde ne serait qu'un immense terrain vague aride. Les nuits seraient chaudes et les journées encore plus. Pourtant, la lave finira par se refroidir au contact de l'air frais. Donc assez rapidement, une fine couche de croûte noire se formera à la surface et s'épaissira progressivement au fil des ans. Plus la lave est épaisse, plus il lui faut de temps pour se refroidir complètement à l'intérieur. Tout ça sera quand même super chaud, mais tu n'auras pas à entrer directement en contact avec de la lave brûlante. C'est en fait comme ça que de nombreuses îles se sont formées. Comme les îles hawaïennes par exemple. Elles sont entièrement constituées de lave issue d'éruptions sous-marines qui a séché pendant des centaines de milliers d'années. Des couches et des couches de lave solidifiées se sont accumulées sous l'océan jusqu'à ce qu'elles affleurent à la surface, formant des îles et même des montagnes. En ce moment même, une nouvelle masse terrestre à Hawaï est en train d'être formée par un volcan actif. Les scientifiques pensent qu'on trouvera là une nouvelle île dans environ 10 000 ans.
Mais pour le moment, le bel océan bleu s'est transformé en une boue rougeoyante et vaporeuse qui deviendra bientôt à son tour un désert noir et compact. Mais ne va pas croire que tu pourrais facilement marcher sur cet océan. Cela pourrait prendre des centaines d'années pour qu'il refroidisse complètement et se transforme en roche solide. En attendant, marcher sur cette croûte de lave séchée serait un peu comme te promener sur un lac gelé. Sauf que dans ce cas, un seul faux pas et tu tomberais dans de la lave bouillante. Certaines régions mettraient même des milliers d'années à se solidifier complètement. La fosse des Mariannes, la région la plus profonde de l'océan, s'enfonce sur 13 km. Il faudrait au moins 5000 ans pour que la quantité correspondante de lave refroidisse entièrement. Il existe de nombreuses planètes de lave. Une planète récemment découverte, K2-141b, possède des océans de magma, des vents supersoniques soufflant jusqu'à 4800 km/h et même des pluies rocheuses. Et oui, cette planète est si chaude qu'elle vaporise des roches et les fait retomber en pluie. N'oublie pas que cette planète est beaucoup plus proche du Soleil que la nôtre. Peut-être que ces océans se sont un jour soudainement transformés en lave. Salut, bienvenue sur la Terre de 2050. Tu vis dans le monde qui a suivi le grand changement de température de 2020. Les jours sont aussi chauds que possible et les nuits extrêmement froides. Les humains ont toujours été dépendants de l'environnement, mais maintenant, ils sont plus vulnérables que jamais. Le carburant, l'argent, les métaux précieux, tous ont perdu leur valeur dans un monde où, pendant la journée, la glace coûte plus cher que l'or et la nuit, tu peux facilement échanger une montre design toute neuve contre une couverture chauffante. Tu ne te souviens pas du monde d'avant parce que tu es né dans la nouvelle ère climatique. Tu as eu la chance de trouver un bon emploi juste après tes études. L'entreprise pour laquelle tu travailles vend de l'eau en bouteille. Quand il fait plus de 40 degrés Celsius dehors, pendant la journée, l'eau en bouteille est le produit le plus vendu au monde. Le commerce des antitranspirants est également en plein essor. Les gens peuvent facilement consommer 2 sticks par semaine. Tu te réveilles à 6h30 et il fait encore froid. Le soleil se lèvera dans une demi-heure et l'inversion suivra peu après. Il y a une fenêtre de 30 minutes entre 7h et 7h30 pendant laquelle les températures sont assez douces, comme au printemps autrefois. La plus grande partie de la journée, de 7h30 à 19h30, c'est comme vivre dans un four. De 19h30 à 20h, c'est un peu comme ce qu'on appelait jadis l'automne. Et après ça, il fait moins 40 degrés Celsius. Aujourd'hui est un grand jour, celui peut-être de ta première promotion. Tu inspires à fond, glisses tes pieds dans tes pantoufles et te diriges vers la salle de bain. Ta routine est machinale à cette heure de la journée. Tu commences par fermer complètement le robinet de ton lavabo. C'est une vieille habitude que tes parents t'ont inculquée pour éviter que les tuyaux ne gèlent. Même si chez toi, ils sont tous conformes aux normes, enveloppés dans un ruban chauffant et isolant, tu préfères ne pas prendre de risques. Tu t'habilles, shorts, sandales et débardeurs. Il existe des vêtements thermiques de haute technologie qui s'adaptent aux températures du jour et de la nuit. Mais tu n'as pas assez d'argent pour t'en payer. Peut-être que si tu obtiens cette promotion, tu pourras investir dans une garde-robe de meilleure qualité. Une chose amusante, c'est qu'il est toujours possible de connaître le statut d'une personne en l'examinant. Certaines choses ne changent jamais. Les thermos marchent avec aisance dans leurs vêtements high-tech élégants. Comme tous les autres baluchonneurs, tu emportes des vêtements supplémentaires pour le travail et les soirées froides. Tu as ton ombrelle. Elle n'aide pas beaucoup contre la chaleur, mais te protège au moins un peu des rayons du soleil. Lunettes de soleil, déodorant, crème solaire, tu as tout ce qu'il te faut pour la journée. Maintenant, pour le soir, gants, oui, manteau, ding, tu reçois un SMS, c'est ta patronne. Vous arrivez un peu plus tôt ce matin pour préparer la présentation, n'est-ce pas ? Tu lui réponds et tu vas à la cuisine pour ton petit déjeuner. Le café est un luxe, pareil pour les fruits et les légumes. Sauf si tu les fais pousser chez toi, mais ta serre personnelle est assez modeste. Des tomates, du maïs, quelques melons et de la laitue. Ta serre est aussi résistante au froid et à la chaleur que le modèle standard, mais il faudrait vraiment que tu passes à une taille supérieure. Pas le temps, trop de travail. Tu prends une pomme, une bouteille d'eau, ton sac et tu sors rapidement. Tu pars généralement à 7h15. Tu as 15 minutes de marche jusqu'au bureau et tu parviens à éviter la chaleur. Mais tu es dehors un peu après le lever du soleil aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes dans la rue. Tout le monde essaie de rester à l'intérieur, sauf pendant ces 30 minutes de température clémente. Malgré la foule, tu arrives au bureau juste à temps pour préparer ta grande présentation. Tu as un diplôme en conditionnement et distribution de l'eau. Quand tu as parlé à ta patronne de ton idée, elle a immédiatement invité ses supérieurs pour qu'elle t'écoute.
Grâce à elle, le prix de l'eau en bouteille pourrait être réduit de moitié et l'entreprise entrerait dans les livres d'histoire. Tu files au vestiaire pour enfiler ton costume. La présentation se passe bien, malgré ta nervosité. Ta patronne te dit que vous êtes sur le point de faire de grandes choses et elle t'invite à prendre des vacances car tu dois faire le plein d'énergie avant de commencer à travailler à la réalisation de ton idée. Tu regardes quelles sont tes options sur Internet. Les gens ne partent plus à la plage, le climat étant à peu près le même partout. Et puis tu ne peux pas prendre l'avion. Les voyages aériens sont une chose du passé car les avions ne peuvent pas décoller quand les températures sont trop élevées. Avec la chaleur, l'air se raréfie et les ailes n'ont pas de portance. Du moins, c'est ce que ton grand-père t'a dit. Il était pilote avant le grand changement. Le ski, le patin à glace et le snowboard ne se pratiquent plus que dans les stations d'hiver artificielles, plutôt rafraîchissant. Tu finis ta journée de travail à 16h. Tu rentres généralement directement chez toi, mais tu es de si bonne humeur aujourd'hui que tu décides d'aller te promener dans le parc. Tu dois d'abord remettre ton short et ton débardeur. Tu te promènes dans les rues vides, presque personne ne se balade par cette chaleur. Ouf, tu comprends tout de suite pourquoi. Tu regardes la ville. De trapus gratte-sol bordent les rues. Les gratte-ciel n'existent plus. L'énorme fluctuation de température entre le jour et la nuit les a rendus instables et les a usés. De plus, les gratte-ciel retiennent la chaleur et rendent les villes plus chaudes. Et personne n'a besoin de ça en cette nouvelle ère. Tu regardes les toits couverts de panneaux solaires. Tout fonctionne à l'énergie solaire. Les voitures, les transports publics, le chauffage central et la climatisation. Le soleil est peut-être ton pire ennemi pendant la journée, mais au moins, il t'aide à rester au chaud la nuit. De loin, le parc a l'air agréable. Des arbres, des buissons, de l'herbe verte et des fleurs. Mais tout le monde sait que tout ça n'est pas réel. À moins que les plantes ne soient dans une serre, elles sont artificielles. La chaleur du jour les brûlerait et les dessécherait. Le froid glacial les ferait geler pendant la nuit. Tu t'assieds sur un banc et tu entends deux vieillards parler des différences avec le monde de jadis. Le paysage a tellement changé. Les étangs et les lacs se sont entièrement évaporés en l'espace de quelques mois. Ils se souviennent de leurs parties de pêche, des fermes et des champs. Oui, seuls les animaux du désert ont survécu au grand changement. Tu peux voir des coyotes, des géocoucous, des lézards et des scorpions quand tu sors de la ville. Les chameaux ont remplacé les vaches et les chevaux sur tous les continents. 30 ans sous cette nouvelle ère climatique ne suffisent pas encore pour que l'évolution opère de profonds changements. Mais les gens ont déjà commencé à se métamorphoser eux aussi. Votre peau devient peu à peu plus épaisse et plus dure pour faire face aux variations de température. Vos sourcils sont plus touffus pour empêcher la sueur de couler dans vos yeux. Un des vieillards regarde sa montre. Il est 19h30, c'est l'heure de filer, Maurice. Déjà 19h30, tu t'es bien éloigné de chez toi. Tu ouvres ton sac et tu cherches ton pantalon, tes gants, tes bottes et... Où est passé ton manteau ? Tu continues à fouiller, tu sens la panique monter en toi. Tu te mets à vider ton sac par terre dans l'espoir que ton manteau se trouve tout au fond. Pas de chance, un frisson te parcourt l'échine. La peur ? Oui, mais aussi parce que la température baisse déjà. Tu remets toutes tes affaires dans ton sac et tu te mets à courir dans la rue. 19h40, tu n'y arriveras pas, mais au moins courir te réchauffe. 19h50, il n'y a pas de bus, pas de voiture, rien. Tout le monde est déjà à l'intérieur. 19h55, tu sais ce qui t'attend si tu ne rentres pas avant 20h. Quand il fait moins 40 degrés et que tu es dans tes vêtements de jour, il ne faut que 5 minutes avant que l'hypothermie ne s'installe. Tu as entendu d'affreuses histoires. Des gens qui s'étaient aventurés dans le froid sans le bon équipement. Tout d'abord des battements de cœur grelottants et rapides, le corps qui se bat pour conserver sa chaleur. Puis les frissons s'arrêtent, le rythme cardiaque ralentit et on commence à se sentir étourdi. Le corps jette l'éponge, c'est l'évanouissement, tout est fini. 19h58, tu vois ta rue devant toi. Allez les jambes, plus vite. 20h, le froid te coupe le souffle. Tu es à 1 minute de chez toi. Continue à avancer. L'air te pique les poumons, tes cils se couvrent de glace, ton nez est rouge vif. Est-ce que ça y est, c'est comme ça que tu vas finir ? 8h01, tu entres en trombe dans ton appartement et tu tombes par terre. Tu as réussi. Tu ouvres les yeux et la première chose que tu vois est ton manteau accroché au dossier de ta chaise de bureau. Cette négligence te fait éclater de rire. C'est plus fort que toi. Cette journée avait si bien commencé, mais les choses ont vite pris une tournure dangereuse. Le jour et la nuit, véritablement. J'ai vraiment besoin de ces vacances. Les vacances sont arrivées.
Heureux, tu te précipites chez toi, tu mets ta plus belle tenue et tu vas chez un ami. C'est une grande maison de campagne. Tu passes par un large portail décoré de lumière. La musique résonne depuis l'intérieur. Tu entres et tu te retrouves dans une grande salle. Un groupe de rock joue sur scène. Tu vois plein de gens bien habillés. Tout le monde danse, parle, boit des cocktails et mange de la pizza. Tu sors dans le jardin, c'est encore plus amusant ici qu'à l'intérieur. Les gens barbotent dans une énorme piscine et jouent au ballon. Le DJ joue un set de musique funky, c'est la meilleure fête de ta vie. Tu rencontres des filles et des gars sympas, tu parles avec eux, tu danses, tu manges et tu bois. Le groupe de rock joue des chansons géniales et quand tu en as assez de danser, tu vas à la piscine pour nager. Au milieu de la nuit, des feux d'artifice illuminent le ciel. Des lumières colorées peignent la nuit en rouge. Cool! Matin. Tu ne te souviens même pas comment tu t'es endormi. Tu te réveilles dans une des chambres de la maison et tu entends la musique. Tu ouvres la porte, tu descends et... la fête bat son plein. Le groupe de rock joue encore et il y a plein de gens qui dansent partout. Tu vas dans le jardin et tu sautes dans la piscine pour te rafraîchir. Tu avais prévu d'aller camper aujourd'hui, mais comme la fête continue, tu décides de rester. Musique, gens, piscine, nourriture, cocktail, danse. La nuit tombe et... Matin. Tu entends encore la musique. Tu descends dans la salle principale, le groupe de rock continue à jouer, mais ils ont l'air épuisés. Des canettes de boissons énergisantes sont éparpillées partout sur la scène. Tu ne vois plus les mêmes gens que tu as rencontrés hier, mais il y a des nouveaux venus. Personne ne se baigne dans la piscine parce qu'il pleut dehors. Le DJ dort sur une chaise, la musique joue toute seule. Tu ne t'amuses plus autant. Tu prends des chips et un soda comme petit déjeuner et tu rentres chez toi pour prendre une douche. En marchant dans la rue, tu entends tes voisins faire la fête aussi, mais tu n'y fais pas attention. Une fois chez toi, tu ouvres le robinet. Ça ne marche pas. Il semblerait qu'il y ait eu une sorte d'accident et qu'il n'y a pas d'eau dans tout le quartier. Tu décides d'aller à la maison de la fête pour prendre une douche. Un nouveau groupe joue et de nouvelles personnes sont arrivées. Tu te douches enfin et tu décides de rester ici un jour de plus. Quelqu'un commande des pizzas et des boissons, tu manges et tu danses. Matin. Tes oreilles bourdonnent à cause de toute cette musique. Tu vas partir pour de bon. Tu descends voir ton ami qui se trouve sur la scène. Il dit que quiconque reste à sa fête pendant une année entière recevra $1 million. Cette générosité te laisse bouche bée et tu décides de rester. Une semaine s'est écoulée. Ton ouïe s'est adapté à la musique. Tous les 2 jours, le groupe de rock et les DJ sont remplacés par de nouveaux. De nouvelles personnes apparaissent dans la maison, mais tu vois aussi des visages familiers. Tu n'es pas le seul à avoir décidé d'essayer de gagner $1 million. Juillet. Tu te promènes dans la maison en pantoufles et tu traverses la foule qui danse. Un groupe de rock joue, mais tu t'en fiches. Tu as des bouchons d'oreilles. Tu as déjà quitté ton travail et tu t'habitues à cette vie de fêtard. Tu as nettoyé ta chambre, mais en fin d'après-midi, quelques garçons et filles ont décidé de dîner là. Tu te mets en colère et tu vas dormir dans une autre chambre. Août. Tu connais par cœur chaque recoin de la maison. D'ailleurs, l'endroit se détériore de jour en jour. Des fissures apparaissent sur les murs, le plafond est devenu jaune, le sol craque et il y a aussi une odeur désagréable dans l'air. Dans l'une des chambres, tu découvres des tours faites avec des boîtes de pizza vides. Tu ne peux pas les regarder, tu as des problèmes d'estomac à cause de toute cette malbouffe. La piscine est sale, mais les gens se baignent dedans de temps en temps. Les DJ changent sans cesse, mais pas la musique. Tu rencontres des gens qui sont là depuis aussi longtemps que toi. Ils n'ont pas l'air très frais. Ils ont des cercles noirs sous les yeux et leurs cheveux sont en pagaille. Tu te demandes si tu as meilleure mine et si tu cherches un miroir, mais il s'avère qu'ils sont tous cassés. Septembre. Il est devenu difficile de se déplacer dans la maison parce que les pieds collent au sol. Il y a des restes de pizza et de snacks moisis qui traînent partout et les rats se précipitent dessus. Certains des invités continuent à danser, d'autres dorment à même le sol, d'autres encore emportent la télévision hors de la maison. La fête est de plus en plus moche. Le lendemain matin, tu te réveilles et tu décides de tout arranger. Tu vas aux toilettes, tu trouves une serpillière avec un seau, tu descends et tu commences à nettoyer les sols. Tu bouges au rythme de la musique. Les gens autour commencent à se joindre à toi. Faire le ménage ensemble, c'est aussi amusant.
Ensuite, tu vas à la piscine. Tu sors toutes les ordures avec une épuisette. Il y a des canettes, des boîtes, des restes de nourriture, des vêtements déchirés, des jouets et même une fausse dent. Ensuite, tu remplis la piscine avec du chlore. Tu ne dors pas pendant près de 2 jours et tu nettoies la maison de manière impeccable. Toutes les pièces brillent, il n'y a plus de rats, l'air sent bon et même le groupe de rock joue avec des instruments propres. Tu n'as plus la force de te lever, alors tu t'écroules sur le lit et tu t'endors sur le champ. Tu dors pendant presque un jour et tu te réveilles parce qu'un groupe de personnes a fait irruption dans la pièce. Ils rient, jettent des saletés sur le sol et renversent leur boisson. Tu descends et tu te retrouves au milieu d'une nouvelle fête. Tout le monde danse, mange de la pizza et détruit la maison. Non, tu quittes la maison hors de toi. C'est insupportable. Il reste encore 8 mois et tu sais que tu ne vas pas pouvoir le supporter. Tu sors de la maison en courant et tu te retrouves dans une autre fête. En plein dans la rue, les gens s'amusent et dansent, la musique joue partout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans le magasin le plus proche, les gens prennent tout dans les rayons, parlent et dansent en même temps. Tu cours dans un autre magasin et tu vois la même chose. Les bibliothèques, les cafés, l'administration municipale, les écoles, les terrains de sport, tout cela est devenu des boîtes de nuit. Tu demandes aux gens ce qui se passe ici, mais tout ce qu'ils te répondent, c'est « on est juste en train de s'amuser ». Novembre. Tu as déjà accepté le fait que l'esprit de la fête a captivé le monde entier. Les usines, les marchés, les hôpitaux, les magasins ont cessé de fonctionner parce que tout le monde fait la fête. Les rues sont remplies d'ordures, les gens ont l'air fatigués, mais d'une certaine manière, également heureux. L'eau a été coupée dans tous les logements, donc tout le monde se baigne dans le lac de la ville. Heureusement, il y a toujours de la nourriture et les gens la partagent entre tous. Janvier. Il neige, tout le monde chante, les muscles de tes jambes sont devenus plus forts grâce à toute cette danse. Il n'y a plus de musique électronique parce qu'il n'y a plus d'électricité. Les groupes de rock jouent de la batterie et des guitares acoustiques. Certains tapent même sur des poubelles avec des bâtons. Tu te dis que tu deviens peut-être fou. Tu ris sans raison et quand tu te retrouves dans un endroit calme, la musique résonne encore dans tes oreilles. Mars. La neige a fondu et les gens continuent à s'amuser. On dirait qu'ils sortent tout juste des grottes. Ceux qui sont fatigués de danser quittent la ville et se convertissent en ermites. C'est en fait devenu une nouvelle tendance. Mais tu ne sais pas en quelle année, quel mois ou quel jour de la semaine on est. Mais maintenant, tu as appris à faire du feu sans autre outil que des bâtons et des pierres, à jouer de la musique sur les poubelles et à chasser. Les gens qui s'ennuient font tomber des maisons entières et attrapent des chevaux pour se promener dans la ville. Tu as l'impression que la fête a été là toute ta vie. Elle est certainement là depuis des lustres. Tu montes sur le toit du bâtiment le plus haut et tu regardes toute la ville. Tu entends des cris de joie et des bruits de verres brisés. Tu t'allonges sur le dos et tu regardes le ciel. Pour la première fois, tu te sens en paix. Juin. Tout d'un coup, c'est fini. La joie et l'ambiance de fête ont disparu en un clin d'œil et les gens commencent à se rendre compte des conséquences. Mais ce qui est cool, c'est que personne n'a l'air contrarié. Tout le monde s'est bien reposé, personne ne sait ce qui leur est arrivé pendant si longtemps. Mais il semble que la planète vient de nous donner à tous une chance de nous détendre et de faire une pause dans cette vie moderne remplie de stress.